pas demander à chacun individuellement, mais je pense vraiment pour te dire que tu as un fan club dans nos rangs. Since the beginning, qu'on a suivi ton courage, on a pleuré avec toi, on a été fiers avec toi, on a rêvé avec toi aussi que ça serve, que ça libère des femmes, que ça protège des femmes, et puis des enfants, et puis des hommes aussi sûrement. Et je trouve que voilà, c'est assez incroyable ce que tu as fait. Des femmes fortes, ça nous rend fiers. Et chez les écologistes, on en a aussi quelques-unes, tu le sais. Profitez bien, faites-leur le meilleur accueil, évidemment, mais ça je vous connais, ça se passera très bien. Et puis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce dialogue. Merci beaucoup encore Judith Godrèche d'avoir accepté d'être là. Je reprendrai les mots de Marine, de fierté, d'honneur de pouvoir avoir ce dialogue avec vous, avec tout votre parcours de talent et puis la parole, effectivement, le témoignage de ces derniers mois, la force du combat. Et si on a ce dialogue ensemble, c'est parce que ces témoignages, vous les avez aussi amenés devant l'Assemblée nationale lors d'un témoignage qui a bouleversé de nombreux parlementaires et qui a amené à la constitution d'une commission d'enquête portée par Francesca Paschini, membre du groupe des écologistes. Et donc l'idée de ce dialogue était un peu de revenir justement sur à la fois le combat et la manière dont il pourra le poursuivre puisqu'il a été arrêté par la dissolution. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Et, c'est vrai que j'ai accepté cette invitation parce qu'il est très important pour moi de dire aux politiques que la question des violences sexuelles, des VSS, est un sujet politique et qu'il faut qu'ils en fassent un de leurs combats essentiels. Et par ailleurs, j'irai ailleurs si on m'invite à porter cette parole et ce combat-là, parce que justement, je pense que la parole des femmes et des hommes victimes de violences sexuelles et sexistes est un combat politique avant tout et surtout ne doit pas se résumer à voilà, des questions qui se discutent en fin de course et quand on a parlé de tout le reste. Absolument, et peut-être pour revenir sur un des échanges qu'on a eu, parce que c'est vrai que le combat sur les violences, contre les violences sexuelles et sexistes, c'est à la fois un combat intime, personnel, qui résonne avec le vécu de nombreuses et nombreux d'entre nous, et que la question, quand vous êtes venu témoigner, c'était justement d'interpeller l'ensemble du champ politique pour qu'ils s'en saisissent, pour qu'à un moment il y ait des actions, je pense, législatives. Donc peut-être, vous pouvez nous dire pourquoi vous aviez fait cette démarche que tout le monde n'a pas fait, de venir parler devant une institution, une institution avec une pluralité politique, et d'attendre justement de la part des élus, des parlementaires qu'ils s'en saisissent. Oui, enfin, c'est vrai que à partir du moment où j'ai pris la parole au César et que je me suis retrouvée à recevoir beaucoup de témoignages, environ 5000 témoignages en très peu de temps, je me suis retrouvée à devoir me poser une question qui presque malgré moi, enfin en tout cas voilà, le cours des choses et la vie ont mis cette question sur mon chemin qui était qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, et ces témoignages n'étaient pas uniquement, et d'ailleurs elle était en grande partie pas dans le milieu du cinéma, de personnes victimes de VSS dans le milieu du cinéma, mais dans leur famille et dans toutes sortes de milieux. Mais il se trouve que mon histoire à moi, j'ai grandi dans ce milieu, j'ai été victime dans ce milieu, et que la première chose, ce que je peux faire avec mes moyens à moi et la voix que j'ai, qui porte parce que je suis une personne publique et que j'ai ce privilège-là, c'est de regarder autour de moi et de me poser la question de savoir est-ce qu'il y aurait moyen de faire en sorte que les choses
cesse de se reproduire à l'infini dans mon milieu, et je répète dans mon milieu, parce que le milieu du cinéma est un milieu social comme tous les autres, comme d'ailleurs le milieu de la politique, dans lequel il y a aussi des violences sexuelles et sexistes. Voilà, et donc je me suis posé cette question, et la réponse, en fait, voilà, les choses se sont faites un peu presque pas naturellement, mais j'ai été invitée à parler au Sénat, et puis j'ai été ensuite invitée à parler à l'Assemblée nationale, et dans le fond, je ne fais pas de politique, mais je suis devenue politique, ou je suis politique, parce que justement, moi qui suis quelqu'un qui a vécu dans un peu une bulle la majeure partie de ma vie, et j'ai grandi dans un univers privilégié, je viens d'un milieu privilégié, et dans le fond, je ne me suis jamais posé des questions qui me semblent aujourd'hui inévitables et très importantes, qui sont celles de comment on traite... En fait, je ne me suis pas demandé si autour de moi, les autres actrices, et surtout, et par ailleurs, les techniciennes et les ouvrières et les petites mains du cinéma étaient traitées de la même manière que moi. Et je ne me suis pas confrontée, dans le fond, à l'immensité de la catastrophe, de la manière catastrophique dont les gens sont traités, dont beaucoup de personnes sont traitées dans mon milieu. Et à travers ce vécu, les témoignages que j'ai reçus, et puis soudain cette prise de parole au Sénat puis à l'Assemblée, il a fallu que je me pose toutes ces questions-là, c'est-à-dire qu'à travers le jeu, la question du nous se pose, et je ne peux pas parler que de moi, et à travers moi, ce qui est important, parce que j'ai le privilège de pouvoir dire je, c'est un privilège. Il y a beaucoup de gens qui meurent qui passent leur vie entière à essayer de pouvoir dire je, il m'est arrivé ça. Voilà ce qui voilà. Mon histoire est la suivante. J'ai été abusée, j'ai pu le dire, j'ai été entendue, j'ai été même célébrée. On me dit merci. Maintenant, à travers la place que j'ai aujourd'hui, il est important pour moi de dire aux partis politiques, il faut d'abord balayer devant sa porte, évidemment, et par ailleurs, il faut que vous mettiez tout en œuvre pour considérer que la parole des femmes et la parole des victimes doit imprégner le discours politique. Et si les politiques se disent qu'il est, que d'afficher leur association ou leur soutien à des personnes comme moi qui ont donc qui mènent un combat militant contre les violences sexuelles et sexistes, si les partis politiques se disent qu'il fait bon d'afficher cette association-là et ce soutien, peut-être pourront-ils aussi se dire qu'il est important de s'intéresser, de considérer les violences sexistes et sexuelles comme un sujet politique, et qu'ils pourraient même gagner de l'électorat. Pardon, c'est un très long chemin pour dire que voilà, je pense que les partis politiques doivent savoir qu'ils gagneront de l'électorat s'ils s'intéressent à la question féministe. Dire que c'est une image un peu dure, mais tellement vraie de la politique, c'est-à-dire que tellement de formations politiques vont voir un sujet par rapport à un prisme électoral, et pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait mettre sous le tapis pour gagner des voix, pour ne pas froisser des relais d'opinion, des leaders, des personnalités importantes qui avaient des pratiques déplacées. Et c'est vrai que
On a eu un mouvement dès 2017 avec un mouvement MeToo qui a été d'une ampleur, en tout cas culturelle, énorme, qui a permis à des voix de se faire entendre, qui a amené, effectivement, y compris en politique, il y a eu le MeToo politique, à se questionner sur des pratiques, à considérer que... Et c'est là en fait, excusez-moi, je vous interromps pas par principe, mais comme c'est un dialogue. Mais c'est là justement que je dis ça en pesant mes mots et en parlant également pour moi-même, mais on n'a pas envie de se dire que c'est dans notre famille, nos amis, nos alliés, notre clan, notre parti politique, mais c'est le cas. Et c'est une déconstruction compliquée, et c'est un sujet compliqué, et c'est un sujet qui fait peur, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé justement, et pour en revenir à votre première question, et pardon, ma pensée est parfois un peu laborieuse, mais c'est pour ça d'ailleurs que pour moi il était indispensable d'ancrer et d'exposer en quelque sorte, d'amener cette question-là à l'intérieur de l'enceinte de l'Assemblée nationale et de demander une commission d'enquête, justement à la fois pour qu'on puisse se dire, eh bien, moi je sais que tout le monde le sait, et on sait que tout le monde savait, mais maintenant on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas, parce qu'une fois que c'est filmé, une fois que c'est... Mais le problème, c'est que lors des auditions de cette commission d'enquête qui était menée avec superbe par Francesca Pasquini et par Erwan Balanon, le problème, c'est qu'en fait, ils se sont retrouvés face à cette réalité-là, c'est-à-dire des personnes qui ont peur, qui ne savent pas comment à la fois tout dire, être absolument honnête et transparent et pouvoir faire changer les choses, évoluer les choses, et qui en même temps se retrouvent confrontés à cet endroit-là et à ce moment-là en face de ces personnes qui sont là pour les écouter, qui leur posent des questions et qui veulent faire avancer les choses, et qui se retrouvent en fait tétanisés parce que dans le fond la question se pose inlassablement: qu'est-ce qui se passe si je dis ce nom-là, le nom de ce producteur, le nom de ce réalisateur, le nom de cette personne? C'est filmé, et alors quand on dit à ces personnes-là qui venaient témoigner, mais non, mais vous savez, il y a moyen que ce soit en huis clos, et donc ça ne sera pas filmé. Oui, mais et là la personne se dit, mais je veux le faire, il faut que je le fasse, il faut que je dise les choses, mais alors est-ce qu'il y aura un rapport? Oui, il y aura un rapport, mais il sera lu par qui? Il sera lu, il y a un rapport qui peut rester dans l'enceinte de l'Assemblée, etc. Et c'est là, et à ce moment-là, qu'on se rendait compte, et que se sont rendus compte, et que Francesca et Erwan Balanon se sont rendus compte de la gravité des choses. C'est-à-dire qu'ils avaient en face d'eux des personnes, des techniciennes, actrices et ouvrières du cinéma français qui étaient terrorisées. Parce que comme dans tous les milieux, c'est un milieu dans lequel par ailleurs il se trouve, et je pense que d'une certaine façon on peut retrouver la même chose en politique, mais c'est un milieu dans lequel on vous dit c'est une passion. C'est une passion. Tu es technicienne parce que tu aimes ça, non? Tu aimes dessiner des costumes, créer des costumes. Tu aimes être chef opératrice parce que tu fais la lumière. Tu aimes parce que t'es tombée amoureuse des films d'Agnès Varda, et tu as voulu devenir réalisatrice pour ça. Donc pourquoi est-ce que tu irais te tirer une balle dans le pied en allant parler du producteur qui t'a mis une main au cul? Enfin. Et la réalité, c'est que ces personnes-là se disent, oui, en fait, non, je ne peux pas me tirer une balle dans le pied parce que je veux continuer d'exercer ma passion et que je ne sais pas comment gérer ma présence lors de cette audition. Et en fait, c'était très impressionnant, je pense, et très révélateur pour Francesca Pasquini et Erwan Balanon, qui ne faisait pas partie de ce milieu et qui d'ailleurs lors d'une audition, Erwan Balanon a dit mais c'est pire que la mafia en fait. Il a dit ça parce qu'en effet il nous disait par ailleurs, il disait mais comment est-ce qu'on peut s'organiser pour donner aux personnes qui viennent témoigner
comment dire, comment leur garantir le fait qu'elles seront protégées. Je leur dis, je sais pas, vous pouvez leur donner un boulot, est-ce que vous allez créer une boîte de prod, réaliser des films, enfin, oui, non, il n'y a pas de garantie, il faut un courage immense, et c'est pour ça qu'il est indispensable que cette commission d'enquête ait lieu, et par ailleurs qu'on continue tous, autant qu'on peut, chacun dans la mesure de nos moyens, d'essayer de faire un petit pas de plus, pour qu'un jour, on puisse imaginer qu'il soit possible de raconter ce qui nous est arrivé sans avoir peur de perdre son travail ou d'ailleurs, je parle de politique, mais de ne plus travailler, on peut dire, ne plus faire de politique. Non, mais il y a tellement de choses. Parce que je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça résonne avec tellement de choses qu'on vit. Ce qui est vécu là, c'est quand vous me dites on n'a pas envie de voir que c'est aussi chez nous, dans nos familles, dans nos amis, mais en politique, c'est la même chose. On fait de la politique côte à côte avec des gens qu'on admire, avec des gens avec qui on travaille, avec des gens avec qui se mêle l'engagement à la fois politique, professionnel, parfois privé, et qui joue en fait sur ces failles, qui joue sur ces flous. Et de la même manière, il y a une peur qui s'installe, et si je parle, est-ce que je vais pouvoir être désignée, est-ce que je vais pouvoir être candidate? C'est qu'on a passé un cap où le fait d'avoir parlé, heureusement, était vu comme quelque chose de négatif, où il fallait être mis de côté parce qu'on mettait en danger la famille. Parce qu'il y a l'injonction contradictoire en disant si tu parles, tu vas affaiblir ton mouvement, si tu parles, tu vas affaiblir ton parti. Et moi, je suis fière d'appartenir à un parti qui a regardé les choses en face et qui s'est dit qu'il fallait poser les questions, alors avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que c'est des questions difficiles, c'est des questions qui concernent des gens qu'on connaît, donc on tâtonne. Enfin, moi je le reconnais, on a tâtonné aussi au groupe à l'Assemblée nationale. C'est difficile de savoir comment accueillir la parole, nous laisser bouleverser, nous laisser percuter, et donc on le fait modestement, mais on le fait. En tout cas, on a passé cette étape de dire qu'on pouvait plus juste faire comme si ça n'existait pas, parce que ça a été le cas pendant trop longtemps, et ça c'est des débats qu'on a, et j'ai l'impression que ça résonne aussi dans le milieu du cinéma, mais pourquoi pas la justice en fait? Il faut attendre que la justice dise le droit, dise la vérité pour pouvoir agir. Mais en fait, quand on fait de la politique, il n'y a pas que la justice. Je vais vous prendre un exemple. Alors, vous pourrez prendre l'exemple chez nous, quelqu'un qui s'appelle Denis Baupin. Heureusement qu'on n'a pas entendu la justice et qu'on a pris en compte les paroles et qu'on a décidé qu'il ne pouvait plus nous représenter. Mais je vais prendre un autre exemple de quelqu'un qui est encore ministre, qui s'appelle Gérald Darmanin. Gérald Darmanin ne sera jamais condamné par la justice. Et peut-être qu'il n'y a pas matière à ce qu'il soit condamné par la justice. Par contre, moi, en tant que femme politique, je me refuse de faire de la politique avec un homme qui a estimé que sa place de pouvoir le légitimait à demander des faveurs sexuelles. C'est inacceptable. Et je pense que c'est pour ça que ça ne peut pas se réduire à la question de la justice et des faits judiciaires. C'est aussi une éthique, c'est aussi une pratique. Et pour revenir sur la commission d'enquête, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'une commission d'enquête? En fait, une commission d'enquête parlementaire, c'est 6 mois pendant lesquels les membres de cette commission, trentaine de membres, ont le droit d'auditionner, de convoquer une audition. Toute personne qui doit venir ont le droit d'aller enquêter sur pièce et sur place sur des faits. C'est comme ça qu'on a eu, par exemple, que le Sénat avait pu révéler la question des cabinets de conseil utilisés par Emmanuel Macron. Donc ça permet d'aller essayer justement de transpercer des secrets quand on les donne. Et je veux juste venir faire saluer, avant de vous laisser savoir, le travail énorme fait par Francesca Paraschini, qui est revenue effectivement bouleversée par ce témoignage et qui a dit voilà, il faut que je porte cette commission, qui a écrit la proposition de résolution, qui allait chercher un large soutien à travers de l'hémicycle, qui avait commencé un travail énorme, c'est-à-dire qu'en une semaine, ils avaient fait plus de 20 heures d'audition, 33 personnes auditionnées, un binôme avec Erwan Ballanon, qui était président de cette commission, député Modem, qui fonctionnait, c'est-à-dire qu'il y avait une recherche constante, et donc c'est un travail énorme qu'elle a mené.
qu'on regrette. C'est-à-dire que Francesca, pour le coup, la dissolution n'est pas revenue à l'Assemblée. C'est-à-dire que non seulement il y a eu un arrêt pour la commission et pour ce travail-là, et je veux vraiment la saluer parce qu'elle a fait un travail énorme qu'elle a mené pendant D'ailleurs, je pense qu'elle était particulièrement touchée et extrêmement investie et très... parce qu'il se trouve que dans le cinéma, on emploie des enfants, voilà. Dans le cinéma, un enfant peut travailler, les enfants travaillent. Et il se trouve que Francesca, voilà, c'est une cause, et ce sont des causes, la cause de l'enfance, des enfants, le droit des enfants. Dans le cinéma, on ne respecte pas tout simplement le droit du travail. Par ailleurs, alors je fais des généralités, je suis désolée, mais c'est parfois des raccourcis un peu rapides. Mais en l'occurrence, lors de mon audition à l'Assemblée, c'est vrai que moi j'y étais allée pour parler de mon expérience. Forcément, il se trouve que j'étais un enfant quand j'ai commencé à travailler dans le milieu du cinéma et que j'ai continué d'y travailler jusqu'à ce que je devienne une adulte et puis jusqu'à ce que je décide un jour de quitter la France et le milieu du cinéma français parce que, dans le fond, comme je n'arrivais pas à formuler les choses et que j'étais, malgré le nombre d'années passées en analyse, malgré tout extrêmement... il y avait quelque chose d'extrêmement refoulé que je n'arrivais pas à formuler et à prendre conscience de tout ce que j'avais vécu. Donc j'avais justement ce rapport qu'ont certaines personnes quand ils parlent des autres ou des abus qu'ont vécu les autres. C'est-à-dire que je mettais vis-à-vis de moi, je parlais de moi avec une espèce de légèreté, presque un peu comme ça, balayant les choses du revers de la main. Et quand on s'est adressé à moi, tout là-bas, là où j'habitais, dans ma maison aux Amériques, pour me dire « Mais tu as vu ce qui se passe en France, toi tu as parlé à propos d'Harvey Weinstein, il faut que tu parles de ce que tu as vécu avec Benoît Jacot, regarde, il y a Adèle Haenel, le livre de Vanessa Springora, est-ce que tu l'as lu? On me l'a envoyé, je n'ai pas pu le lire, ça a été trop compliqué, trop difficile pour moi. » Mais... vous voyez, toutes ces années, justement, pendant toutes ces années, je n'étais moi-même pas déconstruite. Et ça m'a pris plus de 30 ans. Et quand j'ai été parler à l'Assemblée nationale, justement, j'ai raconté l'histoire de l'enfant que j'étais, et puis des enfants aujourd'hui qui travaillent dans le milieu du cinéma, et des femmes, et des techniciennes, etc. Et c'est vrai que, dans le fond, c'est particulier parce qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans la politique, que je sache, en France, mais en tout cas, dans le milieu du cinéma, voilà. Donc c'est vrai que Francesca avait pris le sujet à bras-le-corps et c'était un sujet qui était très important pour elle. Et puis il y avait toutes sortes d'ailleurs de membres de cette commission d'enquête. Alors, une commission d'enquête, malheureusement... c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et il ne faut pas lâcher prise. Et puis alors, il faut que vous sachiez que c'est des personnes qui sont notamment auditionnées, à qui on pose des questions et qui répondent sous serment. Et c'est ça qui est assez important, qui était très important pour moi, c'est que des personnes qui travaillent dans ce milieu soient obligées de venir répondre et qu'elles soient sous serment. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce ce côté... que leurs paroles, on leur demande de prêter serment, puisqu'ensuite il y a la question de savoir si on se parjure ou pas quand on ment. Et d'ancrer ce combat-là à l'intérieur porté par des personnes qui sont aussi qui avaient un esprit de bataille aussi fort que celui de Francesca et d'Erwan, c'était bien. Il ne faut pas m'applaudir, merci, c'est très gentil. Généralement, je commence à parler, après je me perds, mais je me retrouve au bout d'un moment. Donc il faut juste tenir le coup et se dire où est-ce qu'elle va y arriver, et finalement je finis par y arriver.
Et ce travail pour cette commission d'enquête, alors une commission d'enquête, c'est traditionnellement porté, il y a toujours un rapporteur ou un président, membre de l'opposition et membre de la majorité. Mais là, on est allé au-delà du traditionnel. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai travail, dès le début, une volonté d'avoir une proposition de résolution pour créer cette commission qui soit largement signée par des élus alors à l'époque, la NUPES, et des élus de soutien d'Emmanuel Macron. Et ça a créé quelque chose. Et dans un moment, on se demande sur quoi est-ce qu'on va réussir à travailler dans cette assemblée qui est parsemée. Je pense qu'il faut l'affirmer, le combat contre les violences sexuelles et sexistes doit dépasser très largement les clivages politiques. Nous devons réussir à continuer ce travail transpartisan avec nos collègues et avec nos homologues. Pourquoi ? Parce que ça donne de la force à la commission, ça permet que les recommandations faites par ces commissions puissent après être traduites dans des textes de loi qui ensuite vont trouver une majorité. Et en tout cas, au sein du groupe écologiste et social, c'est une volonté extrêmement forte de redéposer, soutenir une nouvelle proposition qui permettra que cette commission d'enquête parlementaire puisse continuer son travail, que les auditions reprennent et qu'on puisse aller jusqu'à ce stade des recommandations dans une dynamique avec bien sûr Erwan Balanant qui est déjà en fait lui dans la continuité de ce travail-là et qu'on puisse en fait continuer ce travail. Parce que je pense que c'est un sujet, malgré les débats qu'on a, qui doit savoir nous transcender et ne pas retomber dans uniquement du clivage partisan. C'est un travail qu'on doit mener et sur lequel nous sommes extrêmement déterminés à pouvoir reprendre parce qu'on a eu quelques semaines, le travail était déjà énorme, mais c'était quelques semaines, et qu'en fait il faut pouvoir continuer ce fil et il faut pouvoir avoir justement un rapport à la fin qui donne l'état, qui retranscrit la parole des auditionnés, qui permet de faire des recommandations et qui fait que ces recommandations-là deviennent des obligations législatives, même si j'ai vu qu'il y avait quand même des avancées déjà grâce à votre parole. Par exemple sur les mineurs, à partir de cet été, j'ai vu qu'il y avait des conditionnements de subventions à ce qu'il y ait un référent mineur, alors que c'est un sujet dont on parlait peu avant vous, mais il faut qu'à un moment la protection passe aussi par la loi, et donc ça c'est une conviction profonde partagée par l'ensemble du groupe de continuer ce travail et cette initiative portée par Francesca Basti. Oui, hein, c'est vrai que il se trouve qu'à l'époque, quand j'ai parlé à l'Assemblée nationale et que Francesca a immédiatement, quand j'ai demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête, et c'est vrai que Francesca a pris tout de suite les devants. Ah, on a essayé de me tuer, mais... C'est quand même dommage qu'on retienne ça. C'est toujours bienveillant. Gros titre. Aux universités d'été. Pardon. Juste au moment où j'allais vous demander d'utiliser votre droit de tirage. C'était programmé, absolument programmé. Non mais voilà, donc en fait c'est vrai que cette commission d'enquête qui doit absolument être mise à l'ordre du jour et repartir, parce que dans le fond, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête portée par l'IS, que vous devez connaître, a été... Son enfance portée par le groupe socialiste. Qui a été également dissoute. Ainsi que la mienne, et d'ailleurs je regrette qu'il n'ait pas été élu, mais il s'est présenté aux élections législatives, et c'est quelqu'un qui a une force, une détermination, c'est quelqu'un que j'admire énormément et qui fait beaucoup pour le droit des enfants. Et qui, en l'occurrence, donc sa commission, elle aussi, elle a été dissoute. En ce qui concerne la commission, je ne vais pas dire la mienne, parce que ce serait prétentieux, mais c'est vrai que la seule manière de garantir qu'elle puisse repartir, parce qu'évidemment, on peut demander des votes transpartisans et demander à ce que tout le monde s'accorde. Et Erwan Balanant a déjà déposé une proposition de résolution
pour qu'elle soit votée dans un vote transpartisan. Mais c'est vrai que la seule façon de garantir absolument que cette commission d'enquête redémarre serait le droit de tirage d'un parti, en l'occurrence, pourquoi pas le vôtre. Alors, je peux peut-être expliquer ce qu'est un droit de tirage. Une commission d'enquête parlementaire, en fait, il y a un droit, et ça fait partie des droits des oppositions, que ce soit un groupe d'opposition ou de majorité a le droit, une fois par an, à une commission d'enquête. Ça permet d'assurer que le contrôle du gouvernement, du fonctionnement de l'État, ne soit pas assuré que par la majorité. Lors de la dernière année de mandature, nous avions eu la chance à la fois d'avoir notre droit de tirage sur la question du montage financier de la 69, qui elle aussi a été, on était à 3 semaines de présenter le rapport par Christine Aringui arrêté, et cette commission faite par Francesca Paschini. Moi j'ai dit, il y a une détermination très forte chez nous. Après, il y a 2 éléments. Il y a la capacité à le faire. Et donc, à ce stade, nous avons réussi à avoir une majorité. Je crois que nous pouvons avoir très rapidement une nouvelle majorité pour porter cette résolution, ce qui permettrait ensuite de garantir la traduction des recommandations avec ces mêmes majorités. Mais si jamais on voyait qu'il y avait des freins extrêmement forts, bien sûr que la question de est-ce qu'on utilise notre tirage sera posée au sein du groupe dans le cadre de décisions qui sont extrêmement collectives. Mais si on est là, si on l'a porté, c'est parce que c'est un sujet qui pour nous est essentiel et primordial. Et comme je vois avec Laurent, je peux en revenir sur le nous du début et sur pourquoi c'est primordial. Je vous l'ai dit, c'est des témoignages individuels mais qui font un nous. Et peut-être pourquoi commencer par le cinéma, par l'audiovisuel. C'est un échange qu'on a eu hier qui, moi, m'a marqué. C'est de dire qu'en fait, quand on s'attaque au cinéma, quand on s'attaque à l'audiovisuel, on s'attaque à la représentation du monde, à l'ensemble des imaginaires qui vont venir nourrir notre société et au regard qui est porté sur le corps des femmes, à la représentation de l'amour. Et donc, quand on fait une enquête... de commission d'enquête sur ce sujet-là, quand on veut aller débusquer cette question des violences sexuelles et sexistes, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à transformer le milieu et ce milieu-là qui façonne nos représentations. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois un engagement très fort de la part de nos élus. Francesca, c'est sur le droit des enfants, mais aussi à nos élus qui travaillent sur la question culturelle, et notamment Sophie Taillé-Polion qui est là avec nous, qui a porté cette question de dire comment à un moment il faut ne jamais laisser la question de la représentation culturelle, notamment à l'extrême droite, dans un moment où ils sont en train de reprendre la main sur l'audiovisuel, sur ces sujets-là. Et donc, bien sûr, la commission d'enquête concerne aussi l'audiovisuel public. Et donc, peut-être revenir à la fin sur ça, se dire c'est un nous non seulement pour le milieu du cinéma, pour protéger, vous l'avez dit, les actrices, l'ensemble des ouvrières du cinéma, les réalisatrices, et moi je connais pas tous les métiers, mais les projectionnistes, les maquilleuses, les costumières, mais à la fois c'est aussi un nous qui nous concerne tous quand on agit sur le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. C'est un nous qui vient faire changer un élément fondamental de la construction de notre culture commune. Oui, enfin, c'est-à-dire que moi je me pose souvent la question quand je réfléchis à des questions qu'on me pose plutôt, je fais souvent un parallèle entre la société et le cinéma, ou en tout cas ce qui se passe dans un milieu social qui est celui du cinéma et les autres, la société. Et dans le fond, c'est vrai que dans ma jeunesse et dans les, en tout cas dans les années 80 par exemple, quand j'étais plutôt 80-90, enfin en tout cas il fut une époque où, et toujours d'ailleurs, le cinéma a un impact sur la société forcément, puisque le cinéma est comment dire, à travers les images qu'on voit, les films qu'on voit, on s'imprègne, on admire, et le cinéma crée du désir, ou nous donne à penser, ou nous aide à définir, ou nous pousse dans une direction de la définition de nos désirs. Par exemple, il y a une époque où, à travers l'histoire de la société et à travers le cinéma, on nous dit qu'il faut aimer les femmes très maigres ou qui n'ont pas de poitrine. Ou à un moment donné, on va se dire « Ah ben non, finalement, c'est les femmes plus rondes. » Mais la société est impactée et influencée par les images qu'on leur donne à voir et par évidemment le cinéma, la beauté du cinéma, l'intelligence, etc. Voilà.
Et à l'époque, quand moi j'étais une jeune actrice, il était désirable de filmer des histoires d'amour entre de très jeunes filles, ou en tout cas les films qui racontaient des histoires d'amour entre des très jeunes filles et des hommes bien plus âgés donnaient à penser ou avaient un impact sur la société, dans le sens où, par exemple, quelqu'un pouvait voir un film dans lequel j'étais, en l'occurrence, et se dire « Ah ben dans le fond, et je vais employer des mots un peu plus... c'est cool. C'est cool d'être avec un mec de 40 ans quand on a 14 ans. » Parce que c'est ce que le cinéma, les films réalisés par des personnes qui font partie de l'intelligentsia, des films de la crème du cinéma d'auteur, donnaient à voir. Et les critiques disaient que ces films étaient absolument merveilleusement réalisés, très très intelligents, merveilleusement écrits. Et ça avait un impact sur la société. Et donc forcément qu'en effet, le cinéma a un impact sur la société. Et par ailleurs, moi, je me sens une responsabilité, et même si, je me sens une responsabilité parce que j'ai reçu nombre de témoignages de personnes de mon âge, ou plus jeunes d'ailleurs, qui me disaient, je t'ai vu dans tel film, je savais que t'étais avec un tel, et puis je me disais que c'était super cool dans le fond parce que je te trouvais super... belle ou talentueuse et que je voulais être comme toi. Et donc voilà, le cinéma a un impact sur la société, c'est sûr, et tout ça est absolument indissociable. Ouais. Est-ce que vous avez des questions avant que je dise beaucoup d'autres choses ennuyeuses ? On va prendre les 2-3 questions ensemble et puis comme ça on fera une réponse peu parce qu'il reste une dizaine de minutes. Comment on la reconnaît, la violence ? Puisque partout autour c'est assez cool, et puis parce qu'il m'a touchée, je sais pas trop si c'était ok ou pas, et jusqu'où je peux aller. C'est en fait l'idée, c'est que pour pas en arriver là à dire moi j'ai vécu ces violences, il faut plus que ça arrive, comment réapprendre le lien entre l'homme et la femme, la jeune fille et les hommes, la jeune fille et les jeunes garçons. Enfin, moi j'ai 3 filles, je les élève comme des combattantes. J'ai 3 filles, je les élève comme des combattantes, mais en fait, c'est pas suffisant. Et même moi, en fait, je passe ma vie à me dire qu'est-ce qui m'est arrivé et comment je vais faire face. Et comme Judith, je me dis, est-ce que c'est juste ce que j'ai vécu ? J'ai tout regardé ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, et je cherche encore. Je suis en analyse aussi, je me dis, peut-être dans 20 ans, je me dis, c'était pas juste, ce sera trop tard. Et ma question, c'est comment on reconnaît, comment on apprend à reconnaître, je vois dans les toilettes, des festivals, si on vous touche, si on vous agresse, allez, ouais. C'est pas évident, et c'est pas suffisant que ce soit écrit dans les toilettes. Donc voilà, c'est fini. Une question ici. Je suis juste adhérente chez les jeunes écologistes et en fait on a tout un système qui est extrêmement précis et pour gérer les VSS au sein de notre propre camp, même si c'est loin d'être parfait, on a toujours des signalements, il y a toujours beaucoup d'histoires et beaucoup de personnes au final on n'arrive pas à exclure. Et moi je me posais aussi la question si ce système-là est-ce qu'on peut l'appliquer au cinéma, est-ce qu'on peut l'appliquer au sein, je crois qu'au sein du Parlement et du Sénat, il y a un peu ce système, mais est-ce qu'on peut l'appliquer dans le travail, dans les entreprises ? Comment on peut réellement mettre ça en place ? Est-ce que ça peut devenir une loi, en fait ? Monique de Marco, je suis au Sénat et je suis à la commission culture du Sénat. Nous avons eu un texte au mois de février-mars concernant le cinéma. C'est très rare d'avoir un texte sur le cinéma et j'ai déposé des amendements en commission et en particulier un amendement pour justement sanctionner les violences sexistes et sexuelles dans les financements du CNC, c'est-à-dire du Centre national du cinéma. C'était le mercredi matin. Cet amendement et tous les autres ont été retoqués entièrement par tous les membres de la commission, quelle que soit l'angle d'étiquette politique. La même journée, Judith, je te remercie, parce que c'est la même journée où tu as témoigné, un témoignage, France Inter, sur ce que tu as subi. Et subitement, dans le week-end, alors que ça devait être déposé, débattu la semaine suivante, changement, cet amendement qui a été retoqué grâce à toi,
en commission a été voté à l'unanimité au Sénat pour donc sanctionner les violences sexistes et sexuelles sur les financements du CNC. Sachant que maintenant il faut que ça passe à l'Assemblée nationale, mais on a fait un premier pas et je t'en remercie parce que je n'étais pas entendue. Moi, je suis présidente de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique et vous me donnez une superbe transition puisque vous avez abordé toutes les deux le fait que la parole publique c'était quelque chose d'important et que toi tu avais, Judith, la chance aussi de pouvoir occuper cette parole publique et on voit que ça produit des effets immédiats dans la législation comme ailleurs. Et du coup, ma question est assez précise. Il me semble que les partis politiques sont encore sur des codes dans leur mécanisme de fonctionnement et notamment de recrutement du personnel politique qui sont des codes assez masculins. On considère encore que quand il y a des femmes qui se présentent, qui sont des féministes, je pense à Alice Coffin par exemple ou à Raphaël Rémy-Leleu qui auraient eu leur chance par exemple dans le 10e arrondissement dans la circonscription de Bayou, on considère encore peut-être que ce sont des hystériques qui ne respecteront pas les mécaniques politiques et donc on préfère investir d'autres personnes. Donc ma question s'adresse un peu à tout le monde ici et notamment aux responsables de ELV. Quand est-ce qu'on va mettre des féministes au pouvoir? Parce qu'on voit la force de la parole publique quand elle est vécue. Et donc quand on aura des féministes au pouvoir, ça changera absolument la donne. Et donc n'hésitez pas à vous engager pour dans un an, il est probable qu'il y ait d'autres élections, à ce qu'il y ait plus de féministes investis. Merci. Si vous voulez faire les premières réponses. Ah, mais moi j'ai pas tellement l'impression qu'il y avait des questions et non, c'était plutôt. Il y avait peut-être juste répondre rapidement sur qu'est-ce qui peut être en loi et mais sur. de toute façon, évidemment qu'il faut que, et c'est pour ça que je pense par ailleurs que ce serait très très bien si votre parti utilisait son droit de tirage, parce que dans le fond, pour ma commission d'enquête en l'occurrence, et pour revenir au sujet des lois, quand il s'agit des violences des VSS concernant la protection des femmes et des enfants, je pense que justement ce côté transpartisan est bien, mais que dans le fond, même si ça n'était pas transpartisan, si on proposait des lois, il serait de très mauvais augure de refuser de les voter quand il s'agit de protéger les femmes et les enfants dans leur lieu de travail. Maintenant, écoutez, moi, je serais bien prétentieuse de penser que j'ai des réponses à... Comment, pardon, elle est où, la dame qui me dit que ses filles sont des guerrières, des combattantes. Honnêtement, j'ai le sentiment c'est particulier parce que moi j'incarne aujourd'hui quelque chose un peu malgré moi ou pas malgré moi, mais ça, c'est quand même, je suis pas l'exemple de la personne qui s'est déconstruite en 5 minutes, ni même qui a pu prendre la parole. Enfin, j'ai résisté la peur a eu raison. J'ai été formée dans un certain milieu, j'ai été très très formatée plutôt. J'ai appris la loi de ce silence-là. Ça m'a pris vraiment beaucoup d'années. Je pense que si tout au long de ce chemin, j'avais croisé des sœurs, des frères, des personnes, et que Yael m'avait dit tu sais, c'est pas normal ce que tu vis, ou t'es sûr que t'as envie que ça se passe comme ça, ou... Voilà, il se trouve que moi j'ai évolué dans un milieu et à l'intérieur de ce milieu, personne ne m'a jamais, au grand jamais demandé, posé la question de savoir ni comment j'allais, ni si ce que j'étais en train de vivre, je le vivais bien. Et ça, c'est pour ça qu'il est impératif d'ancrer une autorité autre, c'est-à-dire celle de la loi, mais de l'ancrer de façon encore plus, voilà, un cadre rétréci de la loi. C'est-à-dire que la loi, elle est là, on la connaît, la loi du travail, on n'est pas censé forcer son employé, son actrice à coucher avec vous, on est éloigné. Mais dans un lieu où la loi du travail, où on joue avec, où on slalom, où on négocie avec, il faut que la loi, il faut qu'il y ait des lois qui viennent recadrer constamment, mettre des limites. Si on perd de l'argent, généralement, on fait beaucoup plus gaffe. Si les boîtes de prod perdent de l'argent, etc.,
Aujourd'hui, dans le milieu du cinéma, il y a des référents harcèlement. Ça ne sert pas à grand-chose puisque ces référents harcèlement sont payés par les boîtes de prod, sous l'autorité de la boîte de prod. Il faut créer un système de responsabilisation qui fait que, comme aux États-Unis, c'est pas du tout un exemple en règle générale, mais ils ont peur de perdre de l'argent, ils savent qu'ils vont perdre de l'argent et ils font hyper gaffe. Voilà, maintenant c'est comme ça. La perte de l'argent est un levier généralement assez costaud. Maintenant, vraiment, je pense que si, et je parle pas, je parle à tout le monde, et si on a tous à un moment donné, on pose à l'autre la question de savoir est-ce que ça va, est-ce que tu es sûr que cette situation-là, voilà. Et honnêtement, ce dialogue-là, il n'est que constructif, il n'est pas dans l'agressivité, il n'est pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas juger même les gens qui sont témoins et qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils voient devant eux. Ça prend du temps. Il faut essayer tous ensemble d'avancer, pas dans le jugement constant de l'autre, parce que sinon c'est très compliqué, parce que tout le monde se braque en fait. Enfin, je vous dis ça, je suis sûre que des gens pensent que je suis hyper dans le jugement, mais mais enfin voilà, en tout cas, voilà, c'est un peu cucul la praline ce que je vous dis, mais voilà. Est-ce que ça peut être une loi? Oui, on a déjà des lois, mais qui doivent être renforcées sur la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et même au-delà des lois, c'est vrai qu'à un moment, chaque institution, chaque entreprise aura une liberté d'organisation. Et on parlait de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, chaque groupe fait en fait ses propres règles. Et justement, on n'a pas de cadre ni à l'Assemblée ni au Sénat pour se dire comment on traite quand il y a une accusation, quand il y a des plaintes qui sont déposées contre un élu. Eh bien, comment on fait collectivement, parce qu'en fait ça touche à l'institution, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont continuer à pouvoir légiférer sur ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, on a des groupes qui sont volontaires. Hein. Le Sénat a fait un gros travail, il y a une procédure en interne, hein, on va dire, quand il y a des témoignages qui arrivent chez nous. On essaye de le mettre en place à l'Assemblée sur le modèle de ce qui a été fait au Sénat, mais c'est de manière volontaire. Et il y a des groupes qui en ont, il y a des groupes qui n'en ont pas du tout. Il y a même des groupes, on vous expliquera que ça n'existe pas chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils n'en ont pas besoin. Par exemple, le Rassemblement national. Donc on voit bien qu'on a besoin et qu'il faut encore que ça évolue dans les institutions. Et c'est pour ça que je suis d'accord qu'on a besoin d'élus féministes. Moi, je connais la qualité des deux potentielles candidates. Et effectivement, j'espère qu'on aura d'autres élections. Après, on a aussi, et on n'en a jamais assez, mais on a aussi des candidates féministes à l'Assemblée nationale. On a Sandrine Rousseau, on a Marie-Charlotte Guérin, on a Clémentine Autain. Donc voilà, après, il faut renforcer cette parole-là dans un moment où le nombre de femmes à l'Assemblée nationale a baissé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'éloigne du 50% de femmes à l'Assemblée. Un ministère pour Alice Coffin, au moins. Donc Lucie Castet, première ministre, pour que ça arrive. Et nous, on est un groupe qui reste paritaire. Après, on a été le premier groupe de 2022 et 2024 à être un groupe où il y avait plus de femmes que d'hommes. Et c'est vrai que ça change. Je suis sûre que dans tous les partis politiques, il y a des jeunes militantes qui ont arrêté, qui ont cessé de vouloir faire de la politique parce qu'elles se sont retrouvées dans des situations où, plutôt que d'avoir à dénoncer leur agresseur, à raconter ce qui leur est arrivé, se sont dit la seule chose que je puisse faire, c'est arrêter. Comme dans le cinéma, je connais nombre de jeunes actrices qui ont arrêté de travailler parce que, dans le fond, elles ne savaient pas comment s'en sortir, et puis elles devenaient d'ailleurs, elles avaient tendance à être du coup sur la défensive ou même mal à l'aise. Enfin voilà. Et d'ailleurs, il se trouve que je connais l'une des victimes de Nicolas Hulot qui a cessé a arrêté sa carrière très très rapidement après avoir eu une première expérience
sur un tournage avec lui et elle avait toute une vision pour le reste de sa vie et cette première expérience très 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 jeune avec quelqu'un qui était tellement, qu'elle admirait autant, a eu raison de sa vocation. Donc c'est très très compliqué de résister. Et c'est vrai que je rejoins ce que dit Mathilde Guillot, c'est pour ça qu'il est important que les partis politiques s'imprègnent du discours des féministes, du discours des femmes, et qu'ils en fassent leur discours, qu'ils ne considèrent pas ça comme le truc justement des féministes. Voilà, les féministes sont là pour dire que la question des femmes et des VSS fait partie de la politique. C'est pas un sujet à part, et je suis bien d'accord avec vous, Mathilde. Mais globalement, de toute façon, dans un monde construit par les hommes ont occupé les places de pouvoir en politique, dans le cinéma, en fait dans tous les milieux financiers, dans les milieux des grandes entreprises, et bien en fait dans la famille bien évidemment, on a besoin de la parole des femmes, on a besoin du regard des femmes, on a besoin qu'il y ait des femmes réalisatrices. Et on a besoin que les hommes nous soutiennent. Non mais ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait à un moment on regarde pas le monde et on filme pas le monde de la même manière qu'on est une femme, on n'écrit pas de la même manière qu'on est une femme, on fait pas de la politique de la même manière qu'on est une femme, pas parce que les femmes sont différentes, mais parce qu'en fait aujourd'hui dans un milieu, dans une culture telle qu'elle est structurée, on ne grandit pas pareil, on ne vit pas pareil, on n'a pas les mêmes expériences, et qu'en fait à un moment cette expérience de la violence, elle n'est pas la même. Et donc oui, plus de femmes en politique, il faut plus de femmes. Et je veux finir sur la question du transpartisan, parce que je l'ai dit, moi je plaide dans cette assemblée extrêmement compliquée pour que ce sujet-là soit un sujet qui rassemble. Vous l'avez dit, la question de la protection des femmes, la protection des enfants, et on voudrait tellement que ça soit évident. Mais en fait, malheureusement, ça ne l'est pas. Monique Desmarco l'a dit, au Sénat, ça a été rejeté avant votre témoignage. Mais je vais vous prendre un autre exemple. Aurore Berger n'est pas de ma famille politique et qui on a eu de nombreux combats. Elle est alors présidente du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale. Elle porte un texte pour augmenter sur les violences sexuelles et sexistes, justement en politique. Eh bien, elle est mise en minorité. Elle est mise en minorité alors même qu'elle est présidente du plus gros groupe de l'Assemblée nationale. Eh bien, dans une assemblée où on a 142 députés d'extrême droite. C'est ça, 142 députés d'extrême droite ont une vision machiste du monde. Il va falloir, si on veut passer, si on veut réussir à transcrire les recommandations d'une commission d'enquête, eh bien, il va falloir effectivement faire un travail transpartisan. Et c'est là-dessus, nous, on est extrêmement vigilants. C'est de se dire, il faut qu'elle reprenne, c'est indispensable, et il faut qu'elle puisse être suivie. Et on a la chance d'avoir, avec Erwan Balanant, un président de commission qui est investi, quelqu'un qui est sensible, qui est sensibilisé. Donc c'est tout cet équilibre-là auquel il faut faire attention pour qu'effectivement cette commission se passe dans de bonnes conditions et qu'elle puisse ensuite avoir des suites. Et ça va être tout l'enjeu de cette année qui vient dans une assemblée extrêmement compliquée. Alors avec un peu de chance, on aura une personne qui s'appelle Lucie comme première ministre. Et puis Kamala Harris, qui par ailleurs, j'ai été très émue. J'ai eu la chance, un ami m'a envoyé un échange entre elle et Espérons, son futur vice-président, dans lequel elle racontait pourquoi et comment elle s'est engagée en politique. Et elle racontait que, en fait, c'est sa meilleure amie à l'école qui se trouve qui se faisait violer par son beau-père. Et c'est comme ça que Kamala Harris s'est dit, bah moi, en fait, j'ai envie de faire avancer les choses et changer les choses. Et j'espère que, et il me semble en tout cas, et pardon si je me trompe parce que je ne dis pas que des... voilà, je peux aussi dire des bêtises, mais que dans la campagne et dans ce que j'ai vu, dans les discours qui ont eu à Washington, ils ancraient, ils orientaient quand même beaucoup leur discours justement vers les causes féministes et qui avaient, voilà, il me semble en tout cas que peut-être se rendent-ils compte que
ce discours porte, qu'il est important, et si on avait pour la première fois une présidente des États-Unis qui soit en plus Kamala Harris, ce serait cool. Parce qu'on resterait bien indéfiniment. Le micro est éteint. Je regardais l'heure parce qu'on discutera indéfiniment, mais je crois qu'à 14h, il y a un autre atelier qui va se dérouler sur la scène. Pardon, il y a un dialogue, il y a un prochain atelier, un futur atelier. Merci beaucoup en tout cas pour ce dialogue sur les publics. La manière dont elle l'a porté, de venir officiellement demander leur droit de tirage aux écologistes et leur soutien absolu. Et quel a été l'accueil ici qui vous a été réservé? Écoutez, un très bon accueil. Maintenant, voilà, je pense que il faut attendre de voir tout ça, ce que ça donne, et voilà. Merci beaucoup.